Faut-il avoir peur de la folie spéculative autour du Bitcoin? On voit ça avec Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Content de vous revoir, journaliste au magazine Le Revenu. Je sais que vous allez me dire, voilà, c'est la chronique, encore une fois, d'une catastrophe annoncée, c'est terrible, ça va mal se terminer. Sauf qu'en attendant, eh ben, ça a fait x20 en un an et il y a plein de gens qui s'enrichissent. Et vous regardez les trains passer. Hein. Voilà, donc en fait, moi je suis plutôt du côté des gens qui disaient, comme au début de l'année 2000, si vous avez des actions France Télécom, vendez-les, il ne faut pas les garder. Alors on verra, effectivement, on peut avoir tort à court terme. Comme vous dites, les chiffres sont impressionnants. x20 en un an, on était à 1000 $ en début d'année, on est à 20 000 maintenant. Et quand cette... alors on ne sait pas comment l'appeler, est-ce que c'est une crypto-monnaie, est-ce que c'est une marchandise, est-ce que c'est une matière première, une matière précieuse électronique, mais quand ce Bitcoin a démarré en 2009, effectivement, il était à 0,001 $. Donc la progression est très très forte. Donc je dirais, en tout cas, ce qui nous fait peur, nous, c'est déjà le syndrome du tout le monde en parle. C'est-à-dire que le sujet est à la une des JT, dans les magazines d'information, fait les chroniques des humoristes, le chauffeur de taxi en parle, la gardienne d'immeuble aussi, et les amis qui ne travaillent pas du tout dans la finance vous appellent ou vous posent des questions dans un dîner pour vous demander s'il faut y aller ou pas. Donc ça déjà, c'est un peu inquiétant. On sent effectivement toutes les caractéristiques d'une bulle spéculative. Alors, plus, pour étayer quand même un petit peu... ma position qui est effectivement, moi je pense c'est plutôt le début, disons, d'une chronique de catastrophe annoncée. Il y a quand même de grosses zones d'ombre dans ce Bitcoin que beaucoup de gens sont venus vous dire d'ailleurs sur cette antenne, mais j'aurais quand même au moins en rappeler 2-3. D'abord, on ne sait pas qui a créé le Bitcoin, on ne sait pas vraiment qui s'en occupe. Hein, on sait simplement que probablement c'est quelqu'un de nationalité japonaise et qu'il l'aurait fait peut-être à partir des États-Unis. Mais déjà, il y a une incertitude sur ceux qui sont sans doute en nombre réduit et qui manipulent en fait, en tout cas, le système. Puisqu'on pense qu'en tout cas, il y a à peu près un tiers des bitcoins qui sont détenus par 1000 personnes. C'est quand même pas beaucoup. Alors évidemment, aujourd'hui, la totalité des 17 millions de bitcoins sur un montant qui est de 21 millions maximum normalement qui peut être créé. Hein. Donc normalement, il y a une limite. Bon. Donc c'est un petit peu comme des billets de Monopoly que vous faites circuler, mais vous en rajouterez pas plus au bout d'un moment. Une fois que vous avez pris tous ceux qui étaient dans le jeu, vous n'irez pas au-delà. Mais bien sûr, ces 17 millions de bitcoins, aujourd'hui, avec autour de 20 000 ou un peu moins de dollars, ou en tenant compte des chutes et des replis de cotation, vous êtes sur une capitalisation de 320 milliards de dollars. Ouais. Alors, c'est à la fois rien et c'est déjà beaucoup trop. C'est rien parce que si vous le comparez aux chiffres, par exemple, de la capitalisation boursière mondiale qui doit être à 95 000 milliards de dollars, c'est pas grand-chose, ça va être 0,2-0,3%. Ou les 5 000 milliards de dollars qui sont échangés tous les jours sur le marché d'échange. Voilà. Et en même temps, c'est vrai que c'est quand même un chiffre qui est embêtant parce qu'il y a un certain nombre de soit d'États, soit d'institutions qui se disent mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas y aller? Est-ce qu'il ne faut pas quand même prendre compte du fait qu'il y a des gens qui considèrent que c'est un moyen de paiement? Alors, lorsque la bourse de Chicago fait des dérivés, on peut se dire c'est embêtant parce qu'il y a une sorte de caution. Mais eux, si j'ose dire, l'avantage c'est que ces dérivés, eux, ils sont réels et ils sont plus réels que leurs sous-jacents. Parce que le problème qu'on a avec le Bitcoin, c'est que donc il n'y a pas de support physique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets, c'est uniquement de l'électronique et c'est fondé au fond sur une chaîne de confiance. Alors avec un historique très curieux, c'est qu'en fait ça s'est créé à un moment où tout le monde avait une défiance totale vis-à-vis justement des actifs financiers. Ouais, c'est la crise financière, après la crise financière de 2008, on se dit mais finalement tout ce que j'ai dans mon compte en banque peut-être peut disparaître, on n'aura plus de valeur et il y a une grande période d'incertitude. Néanmoins, les banques centrales et les États sont arrivés depuis et on peut dire que cette crise, alors évidemment sous réserve qu'il y en ait une autre, mais cette crise elle est plutôt globalement maîtrisée. On verra, effectivement, il y a d'autres enjeux quand même derrière. Mais on va dire les institutions ont joué leur rôle. Donc nous, le problème que ça nous pose quand même, c'est de se dire, voilà, aucun contrôle, aucune régulation. C'est vrai que ça a été créé justement pour ça. Et ça oui, pose, c'est le point de départ, c'est d'avoir une monnaie alternative, confidentielle. Voilà. Alors, on ne sait pas finalement. Et sécurisé. Parce que certains disent que ça n'est pas une monnaie, que ça n'est qu'une unité de compte, un moyen de paiement. D'autres que c'est même pas, disent que c'est pas ça. Et que certains économistes, par exemple, disent qu'en fait c'est une matière première, une marchandise électronique et qu'au fond ce serait de l'or 2.0. C'est-à-dire que c'est une sorte un métal précieux mais électronique hein, qui n'a pas de support physique et qui en fait n'existe que par les échanges sur Internet. Mais jusqu'à présent, pardon, c'est comme rémunérateur, c'est d'accord, très volatile. Alors,
on fait des journées Il est avec clair plus que ceux qui y 15, sont allés moins il y a 20. longtemps, ou en tout cas en début d'année, ils ont gagné. Mais moi, je leur conseillerais plutôt de sortir parce que, à un moment ou à un autre, d'abord, les monnaies privées dans l'histoire n'ont jamais Ça, c'est réussi. souvent mal terminé, C'est hein. toujours mal terminé. Ouais. Et puis, il y a un moment donné, vous avez besoin d'une contrepartie, c'est-à-dire que vous avez besoin de convertir. Donc, l'actualité récente nous fournit encore un exemple. Il y a à nouveau eu une défaillance d'une plateforme d'échange et de conversion. En l'occurrence, c'est une plateforme sud-coréenne qui a fait faillite, hein, puisque là, elle n'a pas pu honorer son engagement. Elle a Et été elle hackée. a eu à nouveau, elle a été piratée. Voilà, pardon, elle a été piratée et donc ça s'était déjà produit. D'ailleurs pour ce même acteur, mais il y en a eu également, il y a eu un autre épisode quelques semaines avant où là encore on a vu partir en fumée 64 millions de dollars et c'est le problème que ça pose, c'est-à-dire que on peut imaginer que si un tiers des actifs sont détenus par seulement 1000 personnes, on voit qu'il y a quand même malgré tout des acteurs individuels qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait cette spéculation. Puis on retrouve quand même effectivement toutes les caractéristiques d'une bulle spéculative classique. D'ailleurs, le Wall Street Journal a fait une étude intéressante. Ils ont interrogé 53 économistes et il y en a 51 sur 53 qui ont considéré qu'effectivement, il s'agissait d'une bulle spéculative et qu'il n'y avait Peut-être pas la de plus grande bulle sous-jacent. financière de l'histoire, tellement c'est monté vite rapidement. Oui, et puis de manière générale, quand on voit une courbe qui est comme ça, vraiment qui monte au ciel, On l'a vu la courbe. là. enfin, je veux dire, ça fait un petit peu peur. On sait que forcément, de toute façon, en tout cas, au moment où nous parlons en fin d'année 2017, on a quand même plutôt envie de dire, n'y allez pas, parce que de toute façon, vous prenez un actif qui est dangereux, qui est sans doute très très élevé, et il a fait une telle progression en un an que ça paraît difficile qu'il puisse On voit la courbe, continuer. Les Alors, alertes se multiplient pour vous sur voilà, le c'est-à-dire que Bitcoin. les alertes se multiplient. À notre avis, les défaillances vont continuer. Ça va être souvent des défaillances de plateforme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, quand vous avez des gens, de grands acteurs qui voudront se retirer, eh bien, il y aura un problème de contrepartie. En revanche, le marché des dérivés, lui, pourrait très bien continuer, puisque effectivement, lui, c'est un marché donc secondaire qui se crée à côté. Et en fait, il est plus réel, lui, que son sous-jacent, parce qu'en fait, dedans, il va y avoir des acteurs financiers classiques qui vont intervenir. Alors, en plus de ça, on voit un certain nombre d'États, de grandes banques internationales qui vraiment demandent, y compris la France d'ailleurs, qui demandent à ce que le G20 se saisisse du dossier et que voilà, on essaie de réguler un petit peu tout ça. Donc, Je vois pas trop comment on peut réguler. non, alors effectivement c'est difficile parce que derrière il y a un autre enjeu qui est celui effectivement des crypto-monnaies. Parce qu'on parle du Bitcoin, mais on sait qu'il y en a 7-8 à peu près, le Bitcoin étant la plus importante et la plus diffusée. Mais le principe c'est ça, c'est est-ce qu'on peut échapper au système monétaire mondial? Est-ce qu'on peut échapper aux États, à la puissance publique en général, dans le monde entier et aux banques centrales et créer quelque chose d'alternatif? C'est le rêve voilà, libertaire qu'on trouve sur Internet sous une nouvelle forme. Ça suscite, disons, quand même un certain nombre d'interrogations, disons, quand on suit le sujet au quotidien, avec aussi, bon, on le sait, le risque de blanchiment, le risque, enfin, qu'il y ait des intervenants dans ce marché qui, justement, sont intéressés surtout par l'anonymat et le fait qu'il n'y ait pas, effectivement, de contrôle bancaire ou de contrôle par un régulateur. Alors, sur le fond, la technologie qui est derrière est géniale et on peut imaginer que, puisque donc, tout ça est lié à ce qu'on appelle le blockchain, qui lui aura sans doute une vie, y compris dans le monde financier mondial. Qui consiste en fait à ce que les transactions soient enregistrées de pair à pair. Voilà, et entièrement sur des livres consultables, traçables. Et où on puisse avoir des chaînes informatiques d'un seul bloc, où tout le monde puisse connaître effectivement ce qui se passe. Et effectivement, quelque part, c'est aussi une technologie qui pose problème parce qu'elle va sortir du monde bancaire traditionnel. Donc là, ces mutations-là, elles sont à l'heure, elles vont continuer. Effectivement, on va pas. C'est pas parce que moi je déconseille aux gens d'aller acheter du Bitcoin maintenant, en fin d'année 2017, que on va effectivement clore le dossier des crypto-monnaies en général ou de la blockchain, bien entendu. Ça reste un enjeu important. Mais on va dire qu'il y a un consensus, en tout cas au moins institutionnel, pour qu'il y ait un petit peu de régulation qui se mette en place, parce que quand on voit des défaillances aussi fortes ou des piratages ou effectivement de l'argent qui s'envole en fumée, on se dit qu'à un moment ou à un autre, effectivement, il y aura un problème de conversion, parce que dans toute l'histoire, on a toujours vu qu'à un moment donné, on a besoin d'une puissance publique, quelle qu'elle soit, pour pouvoir finalement récupérer son argent en cas de besoin. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas céder à vous écouter à cette sirène spéculative. C'est une histoire qui pourrait mal se terminer, mais on va vous taper sur les doigts si bien sûr, dans 2 mois, il vaut 40 000. Hein. Voilà, c'est comme effectivement les actions France Télécom au début de l'année 2000. Effectivement, tous ceux qui n'ont pas voulu en acheter ont eu tort jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année suivante. Et puis finalement, ceux qui les ont gardés ont beaucoup regretté. Donc, est-ce qu'on est dans ce schéma-là ou pas? On verra. Mais en tout cas, pour le moment, on en voit tous les signes. Donc, nous, on conseille plutôt, en tout cas en fin d'année 2017, de rester à l'écart ou d'en sortir pour les heureux qui, effectivement, ont gagné beaucoup d'argent grâce au Bitcoin.
Merci pour ces conseils. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David.